Nicolas Barré, Mathieu Bobcoté, Sonia Mabrouk. La seconde partie du Grand Rendez-vous, bienvenue à vous si vous nous rejoignez à l'instant. Nous accueillons Marion Maréchal, bonjour à vous. Bonjour. Merci d'être là et la première question vous est posée par Mathieu Bobcoté. Alors, Éric Zemmour et plusieurs autres ont longtemps souhaité faire alliance avec la Russie pour délivrer l'Europe de toute forme de tutelle américaine. Il avait le rêve d'une grande alliance avec la Russie. Est-ce que, vu les circonstances, la France et l'Europe occidentale n'est pas condamnée d'une manière ou de l'autre à une forme d'atlantisme de fait pour une bonne période historique? Alors je crois que ce que souhaitait Éric Zemmour, comme une bonne partie de la famille nationale au sens large, c'était s'inscrire d'ailleurs, il le dit souvent, dans la droite ligne du général de Gaulle, c'est-à-dire l'Europe de Brest à Vladivostok, c'est-à-dire faire en sorte qu'il y ait à travers le continent un dialogue, en tout cas soutenu avec la Russie qui faisait partie de ce destin commun. Je ne crois pas qu'il faille y renoncer définitivement pour une simple et bonne raison qu'il y a, à mon avis, de nombreux enseignements à tirer de cette guerre russo-ukrainienne. Le premier, c'est l'émergence manifeste d'un monde multipolaire. Puisque l'on voit bien que des pays qui vont compter de plus en plus dans les décennies à venir, je pense notamment au Brésil, je pense à l'Inde, je pense à la Chine, ont refusé de condamner l'intervention russe, ou du moins ne se sont pas prononcés. D'où l'importance, à mon avis, pour la France, si elle veut continuer d'être une puissance entendue et écoutée, de refuser toute forme d'alignement, et ça devrait passer notamment, et c'est ce que propose Éric Zemmour, par la sortie du commandement intégré de l'OTAN, qui permettrait de montrer qu'elle a une diplomatie propre, qui n'est pas alignée sur celle des États-Unis, et surtout la perspective de ne pas s'enfermer, de ne pas avoir une voie noyée seulement sur la perspective continentale de l'Union européenne, mais d'être capable d'avoir une diplomatie propre qui ne s'aligne pas non plus sur une pseudo-diplomatie de l'UE. Vous dites, Marion Maréchal, ce n'est pas Poutine contre le reste du monde, puisque là vous mettez en avant certaines positions, l'Inde, effectivement, le Brésil, la Chine. Pour vous, ce n'est pas un camp, Poutine contre le reste du monde. Vous soulignez des nuances aujourd'hui. C'est ce que je constate, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas une unanimité de ce point de vue-là, et qu'on se rend compte que donc, le monde multipolaire émerge. Et c'est vrai que je fais le lien avec ce que je viens de vous dire sur la question des conséquences de la défense européenne, puisque c'est le grand projet d'Emmanuel Macron, pour lequel il est totalement minoritaire au sein de l'Union européenne. Et on voit bien qu'en réalité, plutôt qu'une défense européenne autonome, nous avançons vers un renforcement de la jambe européenne de l'OTAN, avec de l'achat de matériel américain en Pologne, en Allemagne. Ils ont acheté récemment des avions de combat américains plutôt que des avions de combat français. Et donc la réponse, à mon avis, à cela, et face à cet état de fait, c'est que la France redéfende de nouveau une puissance militaire autonome. Il y a un rapport du Sénat qui rappelle tristement que si nous étions dans le cadre d'une guerre de haute intensité, nous aurions que 3 jours de munitions. D'où l'importance, à mon avis, avant tout, de se concentrer sur la reconstruction de notre outil militaire afin de pouvoir être respecté et entendu, ce que nous n'avons pas été malheureusement avec la Russie dans cette guerre. Un dialogue constructif avec la Russie, que vous appelez de vos voeux, est possible avec un Vladimir Poutine au pouvoir. Est-ce que... Je pense que c'est évidemment extrêmement compliqué, mais ça n'empêche pas qu'il faut aujourd'hui maintenir le lien. C'est ce que souhaitent d'ailleurs la plupart des pays. C'est ce que souhaite même d'ailleurs, tout à fait, et c'est ce que souhaite même le Premier ministre Zelensky, qui a expliqué qu'il souhaitait aujourd'hui pouvoir trouver un point d'accord pour que la paix puisse se dégager. Mais ce que je veux dire par là, et c'est ça qui m'intéresse sur le long terme, c'est que la leçon quand même à tirer de cette guerre, c'est que manifestement la France n'est plus perçue comme une voix indépendante, une voix qui compte. Et je crois que ça tient non seulement au dépêchage de son outil militaire, mais aussi à la manière dont sa diplomatie ou depuis un certain temps, selon vous, où est-ce que vous... Depuis un certain temps, ce serait injuste, je pense, de dire que tout revient de la responsabilité d'Emmanuel Macron, mais ce qui est certain, c'est qu'Emmanuel Macron n'a pas contribué à reconstituer l'autonomie de cette voie, notamment par les choix qu'il a pu faire dans le cadre diplomatique, puisque en fait, quand on regarde son bilan, que ce soit sur le Liban, que ce soit sur le Mali, que ce soit sur l'affaire australienne du contrat rompu pour la commande de sous-marins français, c'est quand même un échec de la diplomatie française depuis 5 ans. Et pourtant, en ce moment, il est le seul à conserver vraiment le canal diplomatique avec Moscou, alors que les Américains utilisent le terme criminel de guerre pour parler de Poutine, les Britanniques disent dictature contre démocratie. Emmanuel Macron, en ce moment, a une posture gaullienne dans les circonstances. Oui, il tente en effet de maintenir le lien. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il n'est plus considéré comme un interlocuteur crédible. De son fait, mais pas seulement, soyons justes. Et la Russie, en réalité, considère que le seul interlocuteur valable, dès le départ, d'ailleurs, et il l'a dit, c'est les États-Unis. Mais ça, quel que soit le président, ce sont eux qui donnent... On peut le déplorer, ce sont eux qui donnent le là. Oui, mais parce que là, une fois de plus, on en revient à des choix de long terme qui n'ont pas été faits et qui devront être faits demain. Je suis
Je regrette par exemple qu'à l'occasion du plan de relance qui avait été fait au moment du Covid, on n'ait pas intégré la question de la défense, typiquement, puisqu'on sait en plus de surcroît que c'est vecteur d'emploi, que les innovations militaires alimentent les innovations civiles, et on voit bien que là on réagit dans l'urgence. Emmanuel Macron, non, mais pendant toute cette période, pendant le quinquennat. Il a nettement augmenté par rapport à la période précédente. Il a plutôt réduit la baisse, mais ce que je veux dire, c'est que ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est qu'on a le sentiment qu'on réagit toujours dans l'urgence. C'est ça que je veux dire. De 34 à 42 milliards. Je vous donne un autre exemple. De la réaction dans l'urgence. On a un président qui aujourd'hui nous dit c'est terrible, alors que ce soit sur l'énergie ou sur l'alimentaire, on est complètement dépendant d'un certain nombre d'importations, donc sur le plan alimentaire, il faut viser l'autonomie alimentaire. Parfait, superbe. Sauf qu'il y a encore quelques semaines de cela, Emmanuel Macron et les eurodéputés de LREM votaient l'ensemble des mesures du pacte vert européen, ce pacte vert européen qui met en place à l'horizon 2030 des restrictions écologiques extrêmement fortes pour nos agriculteurs et dont la conséquence était, c'est une étude d'impact qui le révèle, la baisse de la production agricole européenne de 15%. Et donc, Emmanuel Macron a dit qu'il fallait revoir ça lors de sa conférence de presse l'autre jour. Vous imaginez à quel point, quand même, il y a un manque terrible de vision et de cohérence. Ça veut dire qu'on a un président qui, au moment de sa candidature, va à l'encontre de tout ce qu'il a construit pendant 5 ans. Et c'est vrai sur le nucléaire, c'est vrai sur les retraites, on aura l'occasion d'y revenir. Marion Maréchal, là, vous dénoncez depuis le début des renoncements, de votre point de vue, des revirements. Comment vous expliquez entre ce que vous dénoncez, là, on vous entend avec force, et la distorsion? Alors, vous allez me dire, ce sont des sondages, mais malgré tout, c'est une photographie à l'instant T, une confiance, en tous les cas, des intentions de vote toujours très fortes vis-à-vis du président candidat. Comment vous dénoncez cette distorsion? Oui, c'est vrai que c'est assez surprenant. Alors, moult analyses brillantes ont été faites à ce sujet. Probablement, c'est vrai, un réflexe légitimiste dans un moment d'incertitude et de doute. On avait connu cela, souvenez-vous, au moment de François Hollande, à la suite des attentats qui avaient frappé la France. Il avait pris 10 points d'opinion favorable. Je crois aussi que ça tient à une forme d'insaisissabilité, si je puis dire, du président Emmanuel Macron. C'est-à-dire que je le vois à travers notamment la manière dont il a présenté son programme, c'est-à-dire quelque chose qui oscille entre des grandes déclarations d'intention extrêmement consensuelles qui pourraient aller de Fabien Roussel à Éric Zemmour, et un alignement de mesurettes un peu techniques qui fait qu'il refuse, si je puis dire, le combat idéologique. On est face à une espèce de technocratie centriste qui, sous couvert de pragmatisme, ne permet pas de dégager une vision, un imaginaire national. Et donc, il échappe ainsi au débat. Et chose encore plus surprenante, et qui d'ailleurs conforte l'idée qu'il a peut-être acté lui-même le fait qu'il y aurait de toute façon un déficit de légitimité, c'est qu'il a, je ne sais pas si ça vous a frappé, à l'occasion de son programme, parlé à de très nombreuses reprises de la mise en place d'instances de concertation. Alors, il y a des mots très différents, les états généraux, notre méthode de gouverner, les commissions transpartisanes. A-t-il appris? Est-ce que c'est pas l'expérience qui lui fait dire aujourd'hui qu'il faut changer? Ouais, mais je ne crois pas, parce que exactement, j'allais y venir. C'est quelque chose qu'il avait fait avec la commission, vous savez, transpartisane du climat. C'est quelque chose qu'il avait fait avec le grand débat. Sauf qu'en fait, c'est une vision de la politique très particulière. Ça veut dire qu'on ne dit plus, finalement, le débat, le consensus, c'est au moment de l'élection. On dit finalement, élisez-moi, ça c'est une formalité, puis après on va débattre, et puis après je vais aller consulter les Français. Et ça, c'est quand même la marque d'une dépolitisation dont il est l'incarnation. C'est intéressant, c'est-à-dire que la consultation permanente du peuple, qui pourrait aussi se faire par d'autres biais comme le référendum, serait une forme de délégitimer l'élection? Alors, pas du tout. Ce que je suis en train de dire, c'est que en fait, ça, c'est fait en parallèle de son refus précisément d'aller au débat dans l'élection. Parce qu'il dit, je vais faire plein de commissions, discuter avec tout le monde et débattre, mais dans le même temps, il se fait des échanges théâtralisés avec des Français présélectionnés et choisis, il refuse de débattre avec les autres candidats, il rentre extrêmement tardivement en campagne. C'est les deux qui vont ensemble. Ensuite, tout vient de la manière dont sont organisées aussi ces consultations. Parce qu'on se souvient du grand débat, on voit bien que c'est quand même des exercices extrêmement maîtrisés, au passage organisés d'ailleurs par le cabinet de conseil américain McKinsey, qui manifestement ne paye pas ses impôts en France, et qui... Qu'est-ce que vous dénoncez? Une grande mise en scène, en réalité? Voilà, vous dites que le président n'est pas en train de faire une campagne comme un autre candidat? Ah ben non, je ne crois pas. Enfin, d'ailleurs, on le voit bien, puisqu'il est le seul à refuser les débats, au même titre, non pas tout à fait le seul, puisque Marine Le Pen refuse également de se prêter à l'exercice, mais on voit bien qu'il ne se met jamais en danger. On est dans une espèce de communication glamour extrêmement contrôlée. Même les journalistes eux-mêmes n'ont pas le droit de filmer les conférences de presse, c'est vous dire quand même où on en est. Et je ne mets pas du tout cela en parallèle, puisque vous avez cité ce mot des référendums, où là, la référendum, on s'en remet à un exercice qui est, comment dire,
qui échappe totalement à la communication et à la maîtrise du pouvoir. Mais cela dit, un moment de bascule qui a eu lieu il y a quelques semaines, c'est-à-dire dans la rhétorique, dans la communication d'Éric Zemmour, il y avait cette idée qu'il disait « je suis le seul à pouvoir battre Emmanuel Macron au deuxième tour ». Et là, on vient de basculer, hein, j'ai peut-être encore une chance d'être au deuxième tour. Est-ce que finalement, Éric Zemmour se bat désormais non plus pour être président, mais meilleur opposant ? Non, je crois pas, mais le problème, c'est que si vous voulez, aujourd'hui, c'est vrai que la campagne, la guerre russo-ukrainienne a écrasé malheureusement le débat, et Éric Zemmour était parti avec l'intention, ce qu'il a réussi assez longuement d'ailleurs, à imposer le sujet civilisationnel comme le sujet central, vital de la campagne, qui aujourd'hui semble passer au second plan, comme si... Finalement, il y avait une compétition du sujet et non pas une accumulation des crises plutôt qu'une annulation. Comme si, Marion Maréchal, les gens se souciaient avant de... Je ne suis pas démagogique en disant ça, de leur facture avant de se soucier de l'horizon civilisationnel. Et ce n'est pas d'ailleurs antinomique. Non, mais alors moi, je ne crois pas du tout à cela. Je pense qu'une majorité de Français aujourd'hui pensent tout à la fois à la fin du mois et à la fin de la France. Et d'ailleurs, je pense que c'est d'autant plus vrai, oui, je pense pour la question civilisationnelle, c'est-à-dire identitaire, mais je crois que c'est d'autant plus vrai que les sujets sont liés pour deux raisons. La première, c'est que, c'est justement les Français les plus précaires et les plus modestes qui sont les premières victimes des conséquences de l'immigration massive, que ce soit sur le plan culturel ou sécuritaire et économique. Et justement, que penser, si vous voulez, cette question économique et du pouvoir d'achat sans penser la question migratoire, à mon avis, est une erreur. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, si notre État stratège, si notre État régalien avec ses services publics, si le pouvoir d'achat avec les taxes et les impôts s'effondre, c'est parce que nous portons à bout de bras un État social ruiné par l'ouverture au monde entier. Et je rappelle à ce titre, d'ailleurs, une étude qui a été faite par Jean-Paul Gourevitch pour Contribuables Associés, qui explique qu'aujourd'hui, l'immigration coûterait à peu près 40 milliards d'euros par an, c'est-à-dire quasiment un tiers de notre déficit public. Vous allez continuer Donc à en parler, les deux sont décorréler liés, les deux, en fait, est une absurdité. Je crois que c'est ce qu'essaye de dire Éric Zemmour. Vous allez continuer à nous l'expliquer parce que Marine Le Pen, en tous les cas, évoquait très tôt les questions de pouvoir d'achat, d'ailleurs se présentant comme la candidate du pouvoir d'achat. Est-ce qu'elle n'a pas eu un sens politique, le flair, justement, d'aller sur ces sujets-là, bien plus qu'Éric Zemmour? On vous pose la question dans quelques instants, une courte pause et on se retrouve. Le grand rendez-vous européen. Avec Les Échos et CNews. Et avec notre invité Marion Maréchal, vous avez insisté sur deux problématiques, évidemment. Dites-vous la fin de la France et la fin du mois. Il faut reconnaître à Marine Le Pen que très tôt, elle a parlé de la fin du mois. Est-ce que vous lui accordez ce sens politique? Oui, j'imagine. Et est-ce qu'il aurait fallu pour vous, justement, pour l'équipe d'Éric Zemmour, aller davantage sur cette problématique, évidemment, très prégnante aujourd'hui? Alors, ce que je crois, c'est qu'elle est absolument fondamentale et que depuis, Éric Zemmour a quand même... présenter un programme extrêmement ambitieux en la matière, puisqu'il est pour rendre près de 22 milliards de pouvoir d'achat aux Français, et en parallèle 36 milliards rendus pour la compétitivité des entreprises. Donc je crois que là-dessus, il n'y a pas de mauvais procès à faire, mais ce que je constate, c'est qu'aujourd'hui, les circonstances, et c'est malheureux une fois de plus d'y arriver par la force des choses, les circonstances notamment sur le prix de l'énergie font qu'il y a un relatif consensus dans la vie politique française sur la nécessité de s'emparer de cette question du pouvoir d'achat. Même si les réponses peuvent évidemment varier et être plus ou moins efficaces. Néanmoins, il y a quand même un sujet sur lequel il n'y a pas de consensus avec Emmanuel Macron, c'est précisément la question de l'immigration. Et permettez-moi d'insister parce que peut-être en particulier pour les électeurs de droite qui seraient tentés de voter pour Emmanuel Macron, ce président est le président de l'immigration massive comme on n'a peut-être jamais eu. Enfin, j'ai quelques chiffres en tête, mais imaginez quand même que Emmanuel Macron, c'est moins 13% d'éloignement que sous le quinquennat de François Hollande. Emmanuel Macron, c'est un record absolu de délivrance de titres de séjour pour des personnes extra-européennes, c'est-à-dire près d'1 200 000 sur le quinquennat. C'est un homme qui a augmenté le budget de l'immigration de plus de 48% entre, si je ne m'abuse, 2018 et 2022. C'est 30 000 clandestins régularisés chaque année. C'est un record de demande de droit d'asile. Donc, et ça, si vous voulez, personne n'en parle. Donc là-dessus, il n'y a pas de consensus. Mais justement, dans la rhétorique d'Éric Zemmour, il y a cette idée qu'il y a une urgence démographique, une urgence civilisationnelle. Il y a aussi cette petite musique qui dit « c'est maintenant ou jamais ». Autrement dit, si Éric Zemmour perdait la présidentielle dans quelques semaines, est-ce qu'on pourrait dire que c'est tout simplement trop tard désormais? Vaudrait-il la peine de poursuivre la bataille si c'est trop tard? Non, jamais. Déjà, il n'est jamais trop tard, parce qu'il n'est jamais trop tard pour essayer. Ça, c'est certain. Bon, c'est vrai que moi, je viens d'une famille politique où il y a eu un peu par le passé cette rhétorique du trop tard, donc je ne crois pas que ce soit la dernière élection, et fort heureusement, dans laquelle les Français puissent se positionner. Néanmoins, ce qui est vrai, c'est que je crois qu'Éric Zemmour est particulièrement animé, et c'est mon cas aussi, c'est le cas de tous ceux qui le suivent, par une urgence qui est celui d'une espèce de course à la montre démographique. Et là, je vais vous parler
cache. C'est-à-dire que ce que je crois, c'est que je reprends en ce titre d'ailleurs les projections faites par Michel Tribala, qui explique elle-même, qui est une démographe connue et reconnue dans son domaine, qui explique que si nous continuons sur cette courbe, eh bien, il se peut que d'ici 2060, c'est-à-dire après-demain, je le connaîtrai, ma fille le connaîtra, ce qu'on appelle le peuple historique, les natifs, soient minoritaires sur le sol français. Et qu'est-ce que ça a pour conséquence, ça ? Disons-le clairement, c'est-à-dire que demain, nous pourrions avoir une France africaine, disons-le comme ça. Les cultures africaines sont tout à fait respectables, mais une France africaine qui porterait le même nom, France, mais qui ne serait plus la même personne, c'est-à-dire plus avec les mêmes cultures, on vous entend les sur mêmes cela, mœurs, le même c'est ce que, rapport au monde. Ce que dénonce depuis longtemps Éric Zemmour, et vous vous dites, c'est très grave, voici le danger. Et quand on voit les sondages, qui ne sont qu'une photographie à l'instant T, alors on ne va pas parler des baisses ou des hausses, mais force est de constater qu'Éric Zemmour s'éloigne un peu des portes du second tour. Comment vous expliquez alors, si vous dites que c'est vraiment un grand danger, qu'une partie des électeurs, et même de droite, puisque certains pourraient voter pour Emmanuel Macron, ne sont pas aussi, éveillés, alors que vous, sur ce danger que vous dénoncez? Comment vous l'expliquez? Est-ce que ça vient de vous? Est-ce que c'est les doutes dans votre camp? Est-ce qu'il y a un problème avec la campagne, je ne crois pas qu'il y ait... Parce que le procès en image et en personnalité, on l'avait fait en son temps à Jean-Marie Le Pen, on l'a fait à Marine Le Pen, aujourd'hui on le fait à Éric Zemmour. D'ailleurs, je pense que si Éric Zemmour est probablement le plus attaqué, le plus combattu dans cette campagne, c'est peut-être parce que c'est lui qui représente la plus d'incertitude et donc la plus grande menace, alors que malheureusement, en ce qui concerne Marine Le Pen, d'une certaine manière, 2 élections présidentielles se sont déjà passées, elles ont déjà été perdues, et donc le scénario semble écrit à l'avance, ce qui n'est pas le cas pour Éric Zemmour, qui a dans ses poches un certain nombre d'atouts, comme le fait de fragiliser très généralement le cordon sanitaire. Avec la possibilité d'avoir des élus. Franchement, de remettre en cause l'élection d'avril prochain. Quand on voit là encore, je m'y appuie, les sondages, Marine Le Pen, même si vous dites que le match est presque plié à l'avance. Oui, à ceci près qu'il y a quand même une victoire symbolique extraordinaire qu'a obtenue Éric Zemmour et dont on a assez peu parlé, mais le fait qu'il y ait quand même aujourd'hui des personnalités comme le président de la délégation au Parlement européen LR, François-Xavier Bellamy, le numéro 2 de LR, Éric Ciotti, ou encore des sénateurs comme Étienne Blanc qui disent en cas de deuxième tour, Macron, Zemmour, je voterai Zemmour. Je veux dire, ça, c'est la fin du cordon sanitaire. Imaginez, dire que c'est la fin des 30 ans des interdits moraux posés par la gauche entre les droites. Et ça, aucun autre candidat n'a cet atout. Mais Marion Maréchal, est-ce que vous n'êtes pas un peu déçu quand même par le fait que, ayant rejoint Éric Zemmour, vous n'ayez pas permis d'inverser la courbe des sondages? Mais j'ai jamais imaginé, à moi toute seule, de toute façon, inverser la courbe des sondages. Et je l'avais dit avant même de rejoindre, c'est une dynamique, c'est un ensemble de choses, c'est un ensemble d'éléments. Et je ne suis pas venue, de toute façon, pour être la baguette magique. Je suis venue parce que j'estime qu'il y a des convictions à défendre et que j'ai vu en Éric Zemmour cette capacité de rassemblement que j'appelle de mes voeux depuis longtemps. Voilà. Et je vois sa cohérence, je vois sa vision. On parlait tout à l'heure de la course dans la montre démographique, il parle beaucoup de la question de l'islam. Évidemment, si demain, et ça va avec cette course de la montre démographique, si demain l'islam est majoritaire dans notre pays, il faut que les Français comprennent également que cela aura des incidences sur ne serait-ce que l'égalité homme-femme. Vous n'êtes pas une baguette magique, mais vous avez quand même un peu amendé la position du candidat à ce sujet, puisque vous refusez de faire l'amalgame, en tous les cas, de mettre un trait d'égalité entre islam et islamisme. Et est-ce qu'en cela, des positions comme la vôtre permettent peut-être d'atténuer certaines polémiques ou certaines positions jugées par certains trop radicales d'Éric Zemmour? Alors, moi, je suis venue, et c'est d'ailleurs ce que j'ai demandé à Éric, en voulant la certitude de pouvoir garder ma liberté de ton, de parole et de pensée. Chose que vous faites. Chose, évidemment, que je vais continuer à faire et qu'il m'a tout de suite accordé parce qu'il a dit, moi, je ne vais pas jouer au capot chef et au contraire, je veux que toutes les sensibilités puissent s'exprimer, chose que je n'ai pas toujours connue par le passé et c'est heureux. Donc, c'est vrai que sur cette question de l'islam et de l'islamisme, je ne l'aurais pas formulé comme lui l'a formulé. Est-ce que vous êtes arrivé à le convaincre? On connaît votre position, mais la question, c'est l'influence que vous avez sur lui, sur ce sujet quand même d'importance. En réalité, je crois que fondamentalement, il n'y a pas une différence majeure, mais je crois que lui, il voit... parce qu'en fait, la conséquence, c'est de dire qu'il n'y a pas de différence de nature, il y a une différence de degré, d'une certaine manière. Moi, ce que je dis, c'est que de dire que l'un et l'autre n'ont rien à voir est absurde, puisque ce sont les mêmes textes sacrés, et que les djihadistes sont évidemment ce qu'on appelle des musulmans radicalisés. Mais de dire, par ailleurs, que ça se confond totalement, ne sont pas évidemment que l'islamisme est une lecture fondamentaliste et violente de l'islam. Néanmoins, là où je le rejoins, c'est que, indépendamment de la question de l'islamisme, la question d'un islam demain majoritaire en France aurait des conséquences très importantes, puisque partout où l'islam est majoritaire, à quelques exceptions près, la charia est plus ou moins appliquée, avec des conséquences directes sur la vie des femmes et l'égalité entre les hommes
et les femmes. Et donc là, Éric Zemmour, et c'est aussi pour ça que je suis avec lui, et j'en finis par là, est le seul à le dire. Pourquoi ? Parce que je vais vous donner une information, mais même le premier conseiller de Marine Le Pen, dans une interview à Média Livre Noir, explique que si demain l'islam est majoritaire en France, ça ne poserait pas de difficulté. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Et donc, je crois qu'il y a la question... Vous parlez de Philippe Olivier. Voilà, il y a la question de l'islamisme et du fondamentalisme qui, là, évidemment, nous menace physiquement dans notre intégrité, et on a encore des exemples récents dans l'actualité. Et puis, il y a la question plus générale de l'islam culturel et de sa dimension politique, qui, une fois majoritaire sur le territoire, aura des conséquences. Ça nous amène à l'hommage aujourd'hui, évidemment, 10 ans après les attentats de Toulouse. Si on vous pose la question sur l'islam et l'islamisme, c'est que parmi toutes ces victimes et familles de victimes, on l'a entendu ce matin sur Europe 1, il y a la mère du militaire Latifa Ben Ziaten qui est musulmane. C'est pour ça qu'évidemment, toute cette distinction prend tout son sens et qu'elle est essentielle. Évidemment, et c'est d'autant plus important que, en l'occurrence, et son fils en était l'une des démonstrations. C'est ce que je crois, c'est que ces musulmans assimilés et patriotes sont les premiers à vouloir un combat ferme et intense face à l'islamiste qui les menace eux aussi, preuve en est, et qui seraient d'ailleurs les premiers à souhaiter que la France reste aussi la France dans ce qu'elle a de singulier sur le plan culturel, dans son art de vivre, dans ses goûts et dans ses croyances. Si ces personnes sont venues aussi en France, première, deuxième, troisième génération, c'est aussi parce qu'ils sont partis de leur pays d'origine et qu'ils sont venus chercher justement cette identité française singulière. Donc moi, je suis sûre que ce sont des alliés dans ce combat, j'en ai absolument aucun doute. Et puisque les choses doivent être dites clairement, parce qu'ils sont patriotes, ils sont nos frères de combat et ils sont évidemment les bienvenus. La conclusion, alors Mathieu permettez-moi une dernière question sur le grand levier stratégique d'Éric Zemmour, l'union des droites. L'instrument d'Éric Zemmour, c'est l'union des droites. Mais est-ce que dans les faits, d'ici quelques semaines, avec la fracture d'un côté LR, Reconquête et le RN, qui ont eu une rhétorique très violente les uns envers les autres, est-ce que les droites n'auront pas été plus divisées que jamais en avril 2022 ? Alors déjà, ce que je constate, c'est sur le plan des Français qui annoncent vouloir voter Éric Zemmour. Déjà, il y a une victoire très importante, puisque la moitié à peu près viendrait de l'électorat de François Fillon, la moitié à peu près de l'électorat de Marine Le Pen. Donc déjà, il arrive à abattre ce mur, on va dire, sur le plan électoral. Ensuite, dans ses équipes, on voit bien qu'il a réussi à rassembler malgré tout des élus qui viennent en effet de LR, du Rassemblement National, des ex-MPF, et encore récemment le sénateur Sébastien Meurant qui est arrivé il y a 2 jours. Je vous parlais tout à l'heure de ces annonces de vote. Ce dont je suis convaincue, c'est que lui a à plusieurs reprises manifesté cette volonté d'alliance et de rassemblement. Il est vrai qu'elle est moins présente aujourd'hui chez Marine Le Pen, qui tient des propos extrêmement durs à son égard, du même ordre d'ailleurs que ce que la gauche pouvait tenir à son égard il y a encore quelques mois et quelques semaines, ce qui est quand même assez surprenant. Mais ce que je crois, et c'est ce que doivent entendre les électeurs de droite, c'est que si Éric Zemmour arrive au second tour, si Éric Zemmour peut créer la surprise à ce second tour, derrière, le paysage politique français ne sera plus jamais le même. Alors que si on maintient finalement un duel qui est déjà advenu, ou pire encore, un Mélenchon, je n'y crois pas moi personnellement, mais un Mélenchon-Emmanuel Macron, imaginez qu'in fine, la vie politique restera figée, glacée, comme nous le voyons depuis des années. Et donc je crois que pour remédier à cela, il y a une porte qui a été ouverte, prenons-la. Et en tout cas, moi, je l'ai prise. On aura l'occasion de le voir dans quelques semaines à présent, puisque tout cela va très vite. Merci Marion Maréchal d'avoir été notre invité. 2 invités, c'était Adrien Quatennens et Marion Maréchal. Je remercie évidemment Mathieu Bock-Côté et Nicolas Barré. Et je vous souhaite un très bon dimanche sur nos antennes communes Europe 1 et CNews.